en famille ou autre, que vous avez pris la peine d'être là. C'est un véritable engagement citoyen, parce que nous sommes tous préoccupés par l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays, et puis aussi ceux qui connaissent le Congo, les amis du Congo, sont aussi là avec nous. Alors aujourd'hui on est réunis pourquoi? On est réunis à l'initiative du groupe Epiphanie, qui nous rassemble ici et qui a pour invité de marque le docteur Noël Tchani, qui va nous présenter sa vision de la société congolaise, son plan pour la reconstruction et la renaissance du pays. C'est quelque chose, je pense, de courageux et d'intéressant de sa part, et de la part aussi, je pense, de tous ceux qui s'intéressent au présent et à l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc on l'écoutera avec attention, et ensuite il y aura une séance de questions-réponses, et vous pourrez poser toutes les questions, faire toutes les critiques, parce que je crois que c'est à quoi que cela sert essentiellement, c'est-à-dire un Congolais, un fils du Congo a réfléchi, a fait un diagnostic, a dressé les défis et a établi aussi un plan d'action, et il soumet ça à notre réflexion. C'est à nous, à partir de là, à se faire aussi une idée claire pour le choix qu'on fera, bien sûr, on espère tous, en 2016, c'est-à-dire le choix du prochain président de la République. Alors, pour commencer notre journée, notre demi-journée en tout cas, ici je vais d'abord appeler M. l'abbé Mwaka, qui est donc le président du groupe Epiphanie, pour le mot d'accueil. Monsieur l'abbé, vous êtes... À tout Seigneur, tout honneur, en votre nom et à mon nom personnel, je salue avec reconnaissance M. Noël Tchani pour sa précieuse contribution au débat des projets de société en vue d'un avenir nouveau pour la population congolaise, pour le Congo lui-même et pour ses nombreux partenaires. Pour ma part, je souhaite que le plan Marshall du Dr Tchani, encore à découvrir, aide toutes les forces vives acquises au changement à poursuivre le débat sur des propositions pour un nouveau départ dans notre pays. Et comme le futur appartient à ceux qui croient en la bonté de leurs rêves, partageons aujourd'hui celui de M. Tchani, et pourquoi pas, travaillons avec lui pour que ce projet soit clairement compris par les populations congolaises au sens large, afin de mieux le réaliser. Agréable après-midi à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'abbé. Donc, pour résumer le programme, il y a eu le mot d'introduction du président du groupe Epiphanie. Je vais faire une brève introduction de la biographie du docteur Tchani. Voilà, alors le docteur Noël Tchani, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait, je pense que tout le monde ici le connaît très bien, mais je vais résumer. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours dense et un parcours très riche. C'est un haut fonctionnaire international qui travaille donc pour la Banque mondiale depuis 1992, c'est-à-dire bientôt 25 ans. Il a occupé de très hautes responsabilités au sein de cette institution, notamment en tant que chef de mission en charge du secteur financier et du secteur privé, et puis aussi comme directeur résident de la Banque mondiale dans plusieurs pays d'Afrique. Par exemple, il a participé à l'assainissement des finances et à la restructuration de la dette au Sénégal, ce qui fait que, par exemple, le président Abdou Diouf, donc ex-président d'exercice de la francophonie et ancien bien sûr président du Sénégal, a préfacé son livre, et il le remercie d'ailleurs du travail que le docteur Tchani avait accompli à l'époque avec les équipes de la Banque mondiale pour la restructuration de la dette du Sénégal. Donc il a cette réputation d'avoir fait un travail important et un travail reconnu par ses pairs. Il a aussi il a aussi travaillé aux États-Unis dans le secteur privé, notamment à la Citibank et à JP Morgan Chase, des grandes banques américaines, et dans d'autres lieux aussi. Il a aussi été expert, parce que certains pourront dire « oui, mais il n'a aucune expérience du Congo ». C'est quelqu'un comme tous ces intellectuels qu'on connaît, bardés de diplômes, qui vivent à l'étranger mais qui ne connaissent pas le terrain. Non, il connaît le terrain, parce qu'il a sillonné le Congo, il continuera, je pense, à le faire encore, vu ses ambitions. Mais il a aussi, par exemple, travaillé au Congo, notamment à la City, dans d'autres occasions aussi, mais il a aussi été coprésident, en tant qu'expert, de la commission de la réforme monétaire qui a conduit
à la conception du franc congolais en 1997. Donc il sait de quoi il parle quand il parle de créer une monnaie forte et une monnaie, je veux dire, qui soit vraiment à la hauteur des ambitions économiques de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, concernant ces diplômes, je ne vais pas ici vous faire toute la liste, sinon on y passerait encore beaucoup de minutes, mais quelques-uns. Il est gradué de la Business School de Harvard, aux États-Unis. Vous connaissez tous le prestige de cette université. Il est docteur en sciences économiques de l'université Paris-9 Il a un MBA, un Master in Business Administration d'Adelphi Université à New York. Il est aussi maître en économie de l'université, une maîtrise en économie de l'université de Liège. Donc il a cette expérience internationale à la fois européenne, africaine et aussi anglo-saxonne. Voilà, ce n'est qu'une partie de son CV. Et alors là, il a pris la peine de réfléchir. Et comme je disais, le terme qui pour moi résume le plus à la fois son bouquin et le contenu justement de son plan, c'est le courage, parce qu'il faut avoir le courage de s'attaquer aux défis auxquels le Congo doit faire face aujourd'hui. Et ce courage, il l'a eu, il va vous le présenter maintenant. Et ensuite, ça sera à vous d'en discuter avec lui. Merci. Dr Tchani, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Je suis d'abord très heureux de vous voir très nombreux ici. Et c'est toujours un plaisir de revenir et de voir certains des collègues avec qui j'ai grandi, avec qui on a étudié, avec qui on a été donc à l'université ensemble. Et je dirais que c'est un grand honneur d'être sur ce podium pour échanger avec vous tous sur une nouvelle vision de développement de la RDC afin d'éveiller des opportunités pour tous les Congolais. J'ai identifié les grands mots auxquels j'ai prescrit les grands remèdes pour mettre le pays sur la voie du développement inclusif et durable. J'ai identifié les atouts naturels du pays et surtout proposé une stratégie de développement comprenant une stratégie de grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre et une stratégie d'industrialisation qui permettrait de transformer les ressources naturelles en richesses pouvant bénéficier à la population congolaise tout entière. Sinon, à quoi ça sert d'être dans le développement? Sinon, à quoi ça sert d'être dans le gouvernement si on ne peut pas régler le problème de la population? Ma vision de développement est certes ambitieuse, mais elle est nécessaire pour mobiliser la population, les énergies et surtout les ressources pour le développement durable du pays. La mise en œuvre de cette vision qui bénéficie d'une forte appropriation nationale est importante pour redémarrer la machine économique et créer des opportunités pour tous les Congolais, sans exception, sans discrimination. En tant que citoyens de la RDC, nous devons promouvoir l'unité nationale et le nationalisme congolais. L'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le respect de la Constitution et dans la tenue d'élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Ces choses doivent se faire de façon automatique. Si nous éradiquons la corruption et mettons fin à l'impunité à toutes sortes d'antivaleurs, l'État aura des moyens suffisants pour se doter d'un budget annuel à la hauteur des ambitions de développement du pays. Mais la lutte contre la corruption doit être menée de façon sincère, sans calcul électoral, sans démagogie et surtout par des gens au-dessus de tout soupçon. Elle doit viser tous les prédateurs et tous les corrompus, nationaux et étrangers, et non seulement des adversaires politiques congolais. Nous devons restaurer l'intégrité et l'honneur dans la conduite des affaires de l'État et surtout au sommet même de l'État. Nous devons prêcher par l'exemple. S'il est de notoriété publique que la RDC est un géant au pied d'argile, il est aussi vrai que c'est en tenant compte des critères de bonne gouvernance, du respect de la démocratie, des droits et des droits de l'homme, ainsi que dans la lutte et l'ensemble contre des antivaleurs sous toutes leurs formes, l'amour du travail bien fait, la discipline individuelle et collective, le respect des biens publics, la prise en main par nous les Congolais de notre destin, que se construira un Congo nouveau, fort et prospère. Dans une situation désespérée comme celle de notre pays aujourd'hui, ce plan Marshall que je vous propose devrait susciter l'espoir que notre Congo, un Congo nouveau, meilleur et plus fort qu'avant, est possible. L'espoir de tourner la page sur un passé humiliant pour tout un peuple et d'entreprendre des actions conduisant à redorer l'image de marque de notre pays.
l'espoir de s'engager à respecter la Constitution de la République, seul gage d'une paix durable et de la stabilité à long terme de notre pays. L'espoir de ramener la paix dans le pays et de vivre en bonne entente entre nous, Congolais d'abord, mais également avec tous nos voisins. Ce plan devrait susciter l'espoir de s'engager à ne jamais trahir le Congo et à mettre fin aux rébellions et aux guerres répétitives destructives. L'espoir de respecter les droits de l'homme et la vie humaine, d'éliminer les inégalités sociales et de protéger tous les Congolais, y compris les minorités. L'espoir de reprendre le contrôle de notre pays et de redonner la dignité à notre peuple qui est actuellement chosifié et clochardisé dans son propre pays. Ce plan devrait susciter l'espoir de promouvoir dans le cœur de toutes les Congolaises et de tous les Congolais l'amour de notre pays et de nos compatriotes. Et donc, de promouvoir le nationalisme congolais authentique. L'espoir de doter la RDC d'un leadership politique propre, intègre, compétent, responsable, éduqué et visionnaire. L'espoir de mettre fin à un système kleptocratique et dictatorial dégradant et d'instaurer une vraie démocratie en dotant la RDC d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'un état de droit fonctionnel qui assume ses responsabilités vis-à-vis de ses administrés. L'espoir de doter le pays d'une administration publique fonctionnelle et à la hauteur des ambitions de développement de la RDC. Ce plan devrait susciter l'espoir de mettre en place une force publique, c'est-à-dire l'armée et la police, réellement nationale, républicaine, casernée, disciplinée, nourrie, régulièrement payée, bien équipée, adéquatement entraînée et prête à être déployée à tout moment pour maintenir la paix et la sécurité et surtout à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. L'espoir de s'engager à bannir le favoritisme, le tribalisme rétrograde, le provincialisme et le régionalisme qui sont des antivaleurs d'une autre époque. Ce plan devrait susciter l'espoir de mettre fin aux arrestations arbitraires et de promouvoir les libertés individuelles, y compris la liberté d'expression et d'association, et de laisser les Congolais s'épanouir dans leur propre pays. L'espoir de redémarrer une économie qui améliore le social et de transformer les ressources naturelles en produits semi-finis et produits finis dans le pays à travers un programme réfléchi d'industrialisation et de transformation structurelle de l'économie. L'espoir de faciliter à travers une politique cohérente des grands travaux l'intégration des différentes provinces du pays afin de créer un marché intérieur des biens et services. Ce plan Marshall devrait susciter l'espoir de lutter sans merci contre la corruption et la contrebande qui gangrènent le pays et empêchent le décollage économique. L'espoir de doter le pays d'un budget annuel conséquent qui intègre toutes les ressources publiques afin de financer la mise en œuvre d'une grande vision de développement comme celle que je vous présente ici. Ce plan devait susciter l'espoir pour nous tous de favoriser l'émergence d'une classe moyenne et de permettre à la population de vivre dans de meilleures conditions en assurant l'accès au logement décent, une couverture énergétique maximale et un accès à l'eau potable de manière régulière et sans délestage. L'espoir de garantir à tous et à toutes l'accès à l'éducation et la santé de qualité et donc d'augmenter l'espérance de vie à la naissance de 50 ans actuellement à 82 ans comme ici en Belgique. L'espoir de faciliter l'exploitation des ressources naturelles du pays en toute transparence, mais tout en protégeant l'environnement. L'espoir d'assurer à tous les travailleurs dans les secteurs publics et privés au moins un salaire minimum garanti suffisant, devant être payé régulièrement et automatiquement. Ce plan nous permet donc d'avoir l'espoir de mobiliser tous les Congolais sans exception et sans discrimination, y compris ceux de l'intérieur et de la diaspora, afin qu'ils participent aux efforts de développement de leur pays. L'espoir d'assurer une croissance économique inclusive qui profite non pas seulement à sa famille biologique et politique, mais à tous les Congolais et à toutes les Congolaises, sans exception et d'une manière durable.
l'espoir de rassembler à travers cette vision de développement toutes les forces vives de la nation, quelles que soient leurs orientations politiques, pour des objectifs communs, qui sont le développement économique et social de la RDC et le bien-être du peuple congolais. Ce plan devrait susciter l'espoir de planifier une alternance démocratique paisible, sans effusion de sang et sans vengeance, tout en assurant la sécurité de tout le monde, y compris nos compatriotes de la majorité présidentielle sortante, de l'opposition dans sa pluralité et aussi de la société civile. L'espoir d'éviter qu'après chaque élection présidentielle, qu'il y ait des Congolais qui soient forcés d'aller en exil, car craignant pour leur vie. Et enfin, l'espoir qu'après la pluie arrive le beau temps. Le temps est arrivé. L'espoir qu'après la pluie arrive le beau temps. Le temps est arrivé et l'heure a sonné pour que la RDC redevienne un grand pays, respecté en Afrique et dans le monde et dont nous devons tous être fiers. Comme dirait Patrice Emery Lumumba, nous pouvons imaginer un monde meilleur que nous souhaitons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. La reconstruction de la RDC sera l'œuvre pas d'une poignée de personnes, mais de tous ces 80 millions d'habitants qui constituent sa principale matière première pour le développement. Comme Martin Luther King Jr., I have a dream, j'ai un rêve, que la mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi et d'augmenter le PIB par habitant de 394 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. Nous avons le pouvoir de faire de cette vision une réalité. La RDC a besoin d'un changement profond qui ne viendra pas tout seul en recyclant aux commandes des affaires de l'État les mêmes personnes dont nous connaissons les recettes et surtout les résultats médiocres. Le véritable changement ne viendra pas en remplaçant Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses actuels ou anciens collaborateurs. On trouve ces personnes tantôt dans la majorité présidentielle, tantôt dans l'opposition. Le véritable changement viendra avec de nouveaux leaders ayant une autre vision de développement du pays. Et par nouveaux leaders, j'entends des personnes qui n'ont jamais participé aux assassinats, à la corruption, au pillage de nos richesses, au détournement des fonds publics, à la mauvaise gouvernance et à la destruction de notre pays. J'affirme sans hésitation devant vous, mes chers compatriotes, que moi, Noël Tchani, moi Yamvita, je n'ai jamais été corrompu. Été corrompu. Je n'ai jamais participé aux crimes contre notre peuple. Je n'ai jamais trahi notre pays. Je n'ai ni compte ni société bancaire ou compte bancaire au Panama ou dans les autres paradis fiscaux. Mais rares sont les hommes politiques de notre pays qui peuvent en dire autant. Je n'ai aucun doute quant à l'ampleur des défis que nous devons, vous et moi, relever ensemble. J'ai même la certitude que le succès d'un tel programme de transformation économique et sociale dépend de la qualité du leadership politique, de la qualité de l'élite, mais aussi de la population et de l'appropriation de cette vision par les Congolais. À vous tous, mes compatriotes, sans exception, je lance un appel patriotique de mobilisation et de rassemblement national afin que le monde, tout le monde, s'approprie donc du contenu de ce plan et participe à la vulgarisation et plus tard à sa mise en œuvre. Je vous rappelle que l'union fait la force. Ensemble, faisons cause commune. Comme dirait John F. Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Si nous ne faisons rien en ce moment précis, la RDC, notre pays, notre patrimoine commun, risque de disparaître. La RDC a besoin du sang neuf pour un nouveau départ. Le développement d'un pays ne se fait pas par hasard par les mêmes personnes et des vieilles recettes. Plutôt, il se planifie et s'exécute avec de nouvelles personnes ayant une nouvelle vision de développement. La force des changements que je viens de publier répond à cet impératif. Toutes ces idées sont résumées ici. Avec sa mise en œuvre, créons au cœur de l'Afrique une nouvelle République démocratique du Congo, un pays plus beau et plus fort qu'avant, et où la force du changement habite chaque citoyen. Le changement, mes chers compatriotes, c'est maintenant, car l'impossible n'est pas congolais. Que Dieu bénisse.
tu penses aussi que Kabila cherche à le casser? Oui. Souffre. Je laisse toujours. bamama tata bandeko ndenge ezalaka kaka cyprien wechi tozali awa na Bruxelles tokutani na papa Noël ye aza grand professeur asalaki conférence de presse awa na Bruxelles yango toye epai na ye kotuna ye aye kosala nini awa na Bruxelles akomi mpe livre ye moko akoexplike. Bonjour papa. Bonjour, Oui. Papa Wechi. Est-ce qu'on peut connaître l'objet de votre visite ici en Belgique? Oui, effectivement, j'étais venu en Belgique à l'invitation du groupe Epiphanie, qui est un groupe de prêtres congolais qui fonctionne ici donc en Europe et qui avait organisé donc une conférence portant sur une nouvelle vision du développement de la République démocratique du Congo afin de créer des opportunités pour tous. Donc j'étais l'animateur de la conférence qui a réuni beaucoup de Congolais vivant non seulement ici en Belgique, mais également venant d'autres pays. Il y avait des Congolais qui sont venus d'Allemagne, d'Angleterre, de la France, de la Suisse, du Luxembourg, mais il y a aussi des gens qui sont venus donc des États-Unis d'Amérique, spécialement pour assister donc à cette conférence. J'ai même rencontré des gens venus de Kinshasa. La conférence s'est très bien passée et j'ai eu l'occasion donc de présenter ma vision de développement de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, si on vous demandait de vous présenter? Oui, je m'appelle Noël Chiani Mwadjanvita. Je suis un haut fonctionnaire international travaillant pour la Banque mondiale depuis 25 ans. Avant de venir à la Banque mondiale, j'ai travaillé dans les banques commerciales à New York. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour la Citibank, pour la Republic National Bank of New York, mais également pour la JP Morgan Chase. Et avant ça, bien sûr, donc j'étais aux études. J'ai étudié en Belgique, à l'Université de Liège, à Grenoble en France, à Delphi University à New York et à l'Université de Paris 9 Dauphine, où j'ai terminé donc avec un diplôme de doctorat en sciences économiques. Et après ce doctorat, j'ai dû faire une formation spécialisée à Harvard University aux États-Unis. Donc voilà essentiellement ce que je suis. Vous n'avez jamais travaillé au Congo? Je n'ai jamais travaillé au Congo. En effet, je suis parti du Congo en tant qu'étudiant avec la bourse du gouvernement congolais, avec l'idée que j'allais étudier donc à l'étranger. Et après les études, je devais normalement donc rentrer au pays, mais il s'est fait qu'après les études, j'ai dû trouver donc du travail immédiatement donc dans les banques commerciales donc à New York. Et depuis ce temps, j'en ai profité pour accumuler plusieurs années d'expérience professionnelle. Mais je voudrais quand même souligner une chose, c'est qu'en 1997, j'avais été envoyé au Congo par la Banque mondiale pour aider le gouvernement de la RDC pendant 3 mois pour la préparation de la réforme monétaire. J'avais co-présidé la commission de la réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais, mais en tant qu'expert, bien sûr, envoyé par la Banque mondiale. Avec l'ex-gouverneur Massango? Non, au moment où on travaillait sur la réforme monétaire, lui n'était même pas encore désigné gouverneur. Il n'était pas dans la commission de la réforme monétaire. Donc j'ai travaillé avec des gens comme l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Kikata, et il y avait les Lukusa Diabondo, il y avait M. Malou, qui était directeur de l'hôtel de monnaie. Il y avait beaucoup d'autres compatriotes dans cette commission. Et on a conçu la monnaie. Et quand on a terminé, j'ai quitté, tout était déjà ficelé. J'ai présenté d'ailleurs, c'est moi qui avais annoncé donc à la télévision la composition donc de la monnaie congolaise donc en subdivision et puis la sélection donc des firmes qui devaient imprimer donc cette monnaie. C'est après cela que les autres sont intervenus, après donc leur nomination à la tête de la Banque centrale. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais savoir d'où est venue l'idée de se porter candidat à l'élection présidentielle. Oui, on est en train de considérer donc cette option avec beaucoup d'autres compatriotes. Donc la décision définitive sera annoncée d'un moment à l'autre lorsque on sera mis ensemble sur un certain nombre donc de préalables. L'idée est venue de ceci. Je suis haut fonctionnaire international. J'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs pays, non seulement donc en Afrique, mais également dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans le monde.
Et partout où je suis passé, j'ai vu des pays qui font des progrès. Et des pays, certains de ces pays, je les ai aidés personnellement à monter des programmes de réformes économiques et à redresser la situation économique ou la situation sociale, à mettre ces pays sur la voie du développement économique et social durable. Mais chaque fois que je retourne chez moi, j'ai fait toujours un constat amer de la situation du pays. Et ce constat, je l'ai fait en voyageant non pas simplement à Kinshasa, mais je suis allé dans les provinces. J'ai été pratiquement dans toutes les provinces de la RDC. Quel est le constat que je fais? Je fais le constat que la République démocratique du Congo est classée par le Programme des Nations Unies pour le développement comme étant le pays le moins développé de la planète. La République démocratique du Congo est classée par Transparency International comme étant le pays le plus corrompu de la planète, ou l'un des pays les plus corrompus de la planète. Je trouve aussi que le produit intérieur brut de mon pays, de 394 $ est aujourd'hui donc le plus bas de la planète. C'est-à-dire que 98% de la population vit littéralement en dessous du seuil minimum de pauvreté. Alors, je me suis dit, avec toutes les ressources naturelles dont dispose la République démocratique du Congo, il n'est pas normal que la population de mon pays vive dans des conditions aussi médiocres. On trouve en même temps des gens qui, moins de 10% de la population, qui a accès à l'eau potable et à l'électricité. On trouve que l'environnement des affaires dans ce pays est nauséabond, dans la mesure où on ne peut même pas attirer donc des investissements de qualité pour qu'ils viennent s'installer en République démocratique du Congo et créer des opportunités pour tous les Congolais. Alors, je me suis dit, avec toutes les ressources naturelles dont dispose la République démocratique du Congo, il n'est pas normal que ce pays soit classé de cette façon où on est littéralement donc les derniers de la planète. Je me suis dit qu'il faudrait que nous puissions utiliser l'expérience que nous avons accumulée à travailler à travers le monde, dans beaucoup d'autres pays que nous avons mis sur la voie du développement économique et social durable, où on a contribué à améliorer les conditions de vie donc des populations. Il faudrait qu'on utilise cette expérience au profit de notre propre pays pour que le Congo soit aussi mis sur la voie où on peut exploiter de façon rationnelle les ressources naturelles au profit de toute la population congolaise. Alors, quelles sont les ressources naturelles dont dispose la République démocratique du Congo? Il est important que les Congolais donc comprennent que leur pays est très riche. Le sous-sol congolais regorge de plus de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, ça peut être la sommation du produit intérieur brut des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne combinée. Le Congo est capable de générer donc beaucoup plus de richesses que ces deux blocs économiques que je viens de mentionner. Le Congo dispose aujourd'hui de 125 millions d'hectares de terres arables qui sont bonnes pour l'agriculture. On utilise à peine moins de 5%. C'est-à-dire que nous pouvons produire suffisamment de nourriture dans ce pays pour non seulement nourrir toute la population congolaise, mais également même pour exporter la nourriture vers d'autres pays qui n'ont pas ces possibilités-là. Le Congo dispose donc de 135 millions d'hectares de forêts. Nous ne sommes derrière qu'après le Brésil. Le Congo dispose donc de ressources hydroélectriques immenses, une capacité hydroélectrique de près de 100 000 MW d'électricité. Nous utilisons à peine moins de 1100 MW. Ce n'est pas normal qu'un pays avec toutes ces ressources-là vive dans des conditions où nous sommes aujourd'hui. Par conséquent, je me suis posé la question de savoir que faut-il faire pour que notre pays soit mieux géré et qu'il puisse donc utiliser toutes ces ressources naturelles au profit de sa population. Et je suis arrivé à la conclusion que la meilleure façon de contribuer à améliorer donc le pouvoir d'achat de nos populations, c'est justement donc de s'impliquer au sommet de l'État, dans la gestion du pays, pour que nous puissions être à mesure de mobiliser l'homme qu'il faut, le mettre à la place qu'il faut, d'améliorer la gouvernance, de mettre en place les institutions crédibles et de mettre notre pays sur la voie du développement économique et social durable. Et il n'y a pas meilleure personne qui puisse faire ça que ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir travailler dans des systèmes plus sobres, qui ne sont pas corrompus, qui sont intègres et qui sont à mesure donc de pouvoir redresser donc la situation économique et sociale du pays. Donc voilà la raison pour laquelle je m'intéresse donc à pouvoir diriger la République démocratique du Congo. Lorsque vous parlez du revenu par tête d'habitant, vous dites que ce revenu est inférieur par rapport aux autres pays. Hein? Mais lorsqu'on les calcule, on le calcule en fonction de l'économie formelle. Or, on sait au Congo, l'économie informelle est plus importante que l'économie formelle. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qu'on puisse intégrer l'économie informelle dans les calculs du revenu par tête d'habitant?
Oui, je dirais ceci, c'est que ça c'est une bonne excuse que les gens utilisent pour essayer de mettre le Congo dans une situation différente des autres pays. Tous les pays du monde donc fonctionnent de la même façon. Il y a des pays où il y a plus d'économie informelle que l'économie formelle. Le Congo peut-être fait partie donc de cela, mais cela ne veut pas dire qu'on n'intègre pas ces éléments lorsqu'on essaye de calculer donc le produit intérieur brut. La situation du Congo, elle est catastrophique, tout le monde le sait. Donc le Congo n'est pas seul pays sur la planète. On trouve donc l'économie informelle dans d'autres pays africains. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais vivent mieux qu'ailleurs. Ce n'est pas simplement donc une question de regarder même le PIB par habitant, mais c'est question donc d'aller dans le pays et de voir comment les Congolais vivent. Quand je dis qu'il n'y a pas d'électricité, moins de 10% de la population, tout le monde le sait. Vous arrivez donc à Kinshasa, même là à Kinshasa où on dit qu'il y a de l'électricité, il y a de l'estage pratiquement chaque semaine. Vous trouverez que les Congolais donc, ont accès à l'électricité peut-être 2-3 fois par semaine, le reste donc de la semaine, ils n'ont pas donc d'électricité parce que la compagnie d'électricité ne fonctionne pas comme il se doit. Quand je dis que les Congolais donc, ne vivent pas mieux, vous trouverez beaucoup de familles qui ne mangent pas à leur faim. Vous trouverez des familles où les gens doivent alterner, manger une fois tous les 2 jours, pas parce qu'ils veulent faire le diet, pas parce qu'ils veulent maigrir, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous trouverez donc des gens qui ne sont pas payés à des salaires décents. Et ça, c'est la grande majorité donc, de la population, que ce soit donc des policiers, des militaires, des fonctionnaires, des enseignants, des médecins. Tout le monde n'est pas payé donc, des salaires qui lui permettent de pouvoir vivre comme il se doit, de façon digne et responsable. Donc, globalement, les Congolais vivent mal. Au-delà donc des chiffres du produit intérieur brut, nous connaissons, c'est ça la vérité. Et nous devons transformer cette situation pour que les Congolais vivent mieux et avec dignité dans leur propre pays, en prenant avantage, bien sûr, donc des richesses nombreuses que Dieu a bien voulu nous donner. Et qu'est-ce qu'on peut faire si, par exemple, on vous demandait, en tant qu'expert, d'organiser les passages de l'économie informelle à l'économie formelle? Bon, ce que nous devons faire, c'est réorganiser le pays en tant que pays normal, pour qu'il devienne un pays normal. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la raison pour laquelle je propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la République démocratique du Congo. Ce plan Marshall cherche à pouvoir répondre aux défis de développement que la République démocratique du Congo rencontre aujourd'hui. Quels sont ces défis de développement? D'abord, vous savez que nous avons un problème de leadership politique. Aucun pays du monde ne peut se développer s'il n'a pas un leadership politique à la hauteur des ambitions de développement de ce pays. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, vous comprenez tout ce que je veux dire. Donc, ce leadership politique ne peut être obtenu qu'au sortir des élections démocratiques transparentes et crédibles, qui permettent donc aux Congolais de choisir donc leurs dirigeants et que ces dirigeants représentent réellement la volonté de la population. Deuxième défi de développement, nous avons la question de paix et de sécurité. Il faudrait que nous puissions donc restructurer donc notre armée et notre police pour que ces deux institutions deviennent des institutions républicaines qui sont capables de maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national et aussi de pouvoir défendre l'intégrité du territoire et aussi la souveraineté nationale en cas de besoin. Nous avons tout sauf une armée et une police à la hauteur des ambitions de ce que nous voulons en tant que pays. Donc nous avons un travail de restructuration à faire. Au-delà de cela, nous avons la question de ce que j'appelle le gap infrastructurel. Le gap infrastructurel, donc, c'est quoi? C'est que beaucoup d'infrastructures que nous avons au pays ne sont pas à la hauteur de ce que nous voulons pour le développement. Par exemple, nous sommes dans un pays où nous avons aujourd'hui 26 provinces, c'est ça? 26 provinces, et on n'est pas capable de pouvoir se déplacer facilement donc, du Bas-Congo, par exemple, pour arriver à la province orientale en 2 ou 3 jours donc, en utilisant le réseau routier. Le réseau routier que nous avons n'est pas fonctionnel et n'a pas été construit pour répondre donc, aux besoins de ce que nous voulons en tant que pays. Regardez ce qui existe ici, en Europe où nous sommes. Je peux partir donc de Bruxelles jusqu'à Hollande en roulant donc à 90 km à l'heure. Même en Afrique, la Zambie, Afrique du Sud. Hein. Exactement. Donc nous avons besoin, mon équipe a élaboré tout un plan pour la rénovation ou la construction d'un réseau routier moderne, c'est-à-dire des routes et des autoroutes donc de qualité pouvant permettre donc aux Congolais de se déplacer à l'intérieur du pays sans limitation. Nous avons aussi le problème, par exemple, des chemins de fer. Aujourd'hui, vous pouvez partir d'ici jusqu'en Suisse, donc en train, partir d'ici jusqu'en France, en train, en Angleterre, en train, rapidement. Donc, un réseau moderne. Si ces choses-là existent dans l'autre partie du continent, j'estime que nous pouvons le faire en République démocratique du Congo, mais en ayant suffisamment d'intelligence pour organiser le développement de ces réseaux comme nous voulons.
On a les infrastructures telles que les écoles publiques, les hôpitaux publics, qui ne sont pas du tout à la hauteur. J'ai visité des hôpitaux et écoles en République démocratique du Congo, mais toutes ces infrastructures n'existent que de nom. Vous ne trouverez pas donc les infrastructures de qualité qui répondent aux besoins d'une population aussi nombreuse que 80 millions d'habitants, comme nous avons en République démocratique du Congo. Donc, au-delà de ce défi de développement d'infrastructures, nous avons d'autres défis, tels que la gouvernance. La gouvernance congolaise, aujourd'hui, elle est mauvaise. Lorsque on dit que 85% des ressources de revenus 85% des revenus d'exploitation des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose. Et d'ailleurs, au-delà de ça, notre conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, a déclaré lui-même que chaque année, la République démocratique du Congo perd 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale, mais également en termes de détournement des fonds publics. Dans un pays où le budget national est à peine de 9 milliards, donc on détourne plus d'argent que ce qui entre dans les caisses de l'État, il y a un problème. Oui, c'est pourquoi je parlais de l'économie informelle. Exactement. Nous devons donc améliorer la gouvernance, mettre en place des mécanismes qui permettent de pouvoir mobiliser toutes les ressources publiques, les mettre dans le budget de l'État et utiliser ce budget de l'État pour faire des allocations budgétaires appropriées pour répondre aux besoins de développement dans les différents secteurs, éducation, santé, infrastructure, ainsi de suite. Donc, nous devons améliorer la gouvernance si nous voulons que le Congo fonctionne mieux. Au-delà de ce défi de gouvernance, nous avons d'autres défis, tels que, par exemple, l'environnement des affaires. Aujourd'hui, le Congo est classé par ce qu'on appelle donc Doing Business du groupe de la Banque mondiale, qui classe donc les pays d'après donc l'attractivité, l'attrait du climat des affaires. Nous sommes classés comme étant l'une des pires destinations des investissements. Alors, nous ne pouvons pas attirer donc des investissements de qualité dans ces conditions-là. Nous devons élaborer un plan d'action clair pour baliser l'environnement des affaires, pour que nous puissions attirer des investissements de qualité qui viendraient investir donc dans le pays et créer des opportunités pour des Congolais. Donc, voilà un certain nombre donc, de défis. Nous avons aussi le défi de la démocratie. Nous devons avoir le courage de nous regarder en face et de dire la vérité à notre population. Aujourd'hui, le Congo est tout sauf un pays démocratique. On ne respecte pas les droits humains, il y a des arrestations arbitraires, on n'arrive pas à organiser donc, des élections donc, dans les délais par manipulation donc, de certaines composantes de la société politique congolaise. Et nous devons donc baliser l'environnement pour que le Congo devienne un pays normal où la démocratie fonctionne normalement et où le peuple a droit de pouvoir se choisir ses dirigeants en participant bien sûr donc au vote et que ce vote intervienne dans le cadre des élections qui soient organisées de façon régulière par la commission électorale indépendante qui aurait des moyens qui lui seraient alloués dans le cadre donc des allocations budgétaires automatiquement tous les 5 ans sans qu'on ait donc à aller quémander de l'argent chaque fois qu'on devait donc organiser des élections. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons faire pour arriver donc à répondre à votre préoccupation d'améliorer donc l'environnement économique pour que les entreprises puissent passer du secteur informel au secteur formel. Et tout cela, si ça se passe dans un état de droit qui fonctionne avec une administration publique donc de qualité, j'estime qu'on pourra en ce moment-là savoir exactement quelles sont les conditions que les entreprises doivent pouvoir remplir pour être enregistrées normalement, fonctionner normalement et répondre donc aux critères donc de se trouver donc dans le secteur formel plutôt que de rester donc dans l'informel. Sans transition, nous passons à la deuxième étape de notre entretien. Êtes-vous pour ou contre les dialogues? C'est une question très importante pour le fonctionnement normal donc d'un pays. Moi, je suis favorable au dialogue et je vais vous dire pourquoi. Dans un pays, les ressortissants de ce pays doivent pouvoir se parler. Ils doivent avoir un dialogue de façon permanente, sur toutes les questions d'ailleurs, sans tabou. Il n'est pas normal que chaque fois qu'on s'approche donc des élections, qu'on commence à se demander s'il faut aller aux élections ou pas, et s'il faut être pour le dialogue ou contre le dialogue. Je suis pour le dialogue, mais à condition que ce dialogue ne vienne pas pour modifier la Constitution, à condition que ce dialogue ne vienne pas pour changer le calendrier électoral qui avait été tracé par la CENI et qui appelait pour les élections donc, dans les délais constitutionnels donc, pour que le nouveau chef de l'État entre en fonction au plus tard le 20 décembre 2016. Tant que nous avons ces préalables-là qui sont préservés, de non-modification de la Constitution, du respect des délais constitutionnels, je suis tout à fait d'accord que toutes les différentes fractions politiques congolaises
se rencontrent comme des citoyens normaux du pays et discutent de la situation du pays et des conditions pour baliser l'environnement afin que les élections se passent dans le calme et dans les délais et aboutissent donc à la mise en place d'institutions crédibles sans qu'il y ait donc effusion de sang, sans qu'il y ait donc, comment est-ce qu'on dit, contestation des résultats, et ainsi de suite. Là. Donc voilà, je suis favorable au dialogue à cause de cela. Deuxième élément important en ce qui concerne le dialogue, Deuxième élément important en ce qui concerne le dialogue, c'est que vous savez bien que depuis les élections de novembre 2016, notre pays est bloqué. Et nous devons avoir le courage de le dire. Le pays est bloqué, pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes... 2016 ou bien 2011, pardon. Le pays est bloqué depuis qu'il y a deux personnes qui réclament la présidence de la République. On ne peut pas, on sait très bien aujourd'hui que nous avons M. Kabila qui dit d'un côté qu'il est président de la République, bénéficiant donc de l'impérium parce qu'il est avec lui donc l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo donc derrière lui. Et nous avons de l'autre côté M. Dr Étienne Tshisekedi qui aussi dit qu'il est président élu et qui attend toujours donc l'obtention de son impérium. De façon d'ailleurs, il attend cela, c'est tout à fait son droit légitime, et personne donc ne peut lui dire non, taisez-vous, on va juste passer aux élections prochaines. Donc j'estime qu'en tant que pays, nous devons régler ces questions de façon méthodique avant d'aller aux prochaines élections, parce que si on ne prend pas garde, on va aboutir donc aux mêmes conditions de contestation donc des résultats. Alors, je considère que la meilleure façon de pouvoir régler ces problèmes, c'est que tous les compatriotes se retrouvent autour d'une table et de façon civilisée, qu'on arrive à trouver une solution en se disant qu'est-ce qu'on fait pour la résolution du conflit donc de 2011 et qu'est-ce que nous faisons maintenant pour l'avenir, pour que nous ne puissions plus retomber donc dans la même situation. C'est pour cela que je soutiens le dialogue. Nous arrivons à terminer notre entretien avec le professeur Tchani. Avez-vous un dernier mot ou un sujet qu'on n'a pas développé, qui vous porte à cœur? Oui, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs, qui sont très nombreux d'ailleurs. Et je voudrais dire simplement que la République démocratique du Congo se trouve à la croisée de chemins. Nous avons le choix aujourd'hui d'évoluer vers la stabilité durable ou vers l'instabilité chronique. Et je souhaiterais que nous puissions faire un choix judicieux. Et ce choix judicieux doit être fait par les gens tant de la majorité que de l'opposition. Les élections qui viennent sont à prendre donc au sérieux. Je souhaiterais que nous puissions les préparer de façon minutieuse et qu'on arrive donc à mettre en place des institutions crédibles qui nous garantissent en quelque sorte donc la paix d'esprit pour que nous puissions nous concentrer sur les efforts de développement économique. Alors pour cela, je voudrais faire appel à tout le monde, de la majorité, de l'opposition, de la société civile, pour qu'on prenne conscience donc de ces enjeux qui viennent. Et je voudrais surtout donc faire appel à nos amis de la majorité présidentielle pour qu'ils reconnaissent qu'il y a une vie après avoir été en fonction et qu'on regarde les exemples donc positifs qui viennent donc d'autres pays africains où les gens sont sortis avec honneur et ont laissé la place donc aux autres pour que ces autres puissent continuer donc l'œuvre de reconstruction donc nationale. Voilà un message que je peux dire, mais je voudrais aussi en profiter pour exprimer toute ma désolation après avoir appris la mort de notre musicien Shungo Mbadio, Papa Wemba, communément appelé Papa Wemba, a donc descendu sur le podium pendant qu'il faisait un concert donc à Abidjan. C'est une perte nationale. Papa Wemba a été un grand homme, une grande personnalité, et qui nous a tous entretenus donc depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais vraiment présenter à sa famille biologique, mais également à la famille de ces mélomanes, toutes mes condoléances, surtout donc lui souhaiter donc la paix.